On a toujours fait du trail en fait, depuis l'âge de 7 ans, depuis que je suis au ski club, même peut-être avant. L'été c'était consacré à la course à pied, au vélo. Moi je me surprenais à chaque fois d'avoir des résultats, de gagner des courses, ça n'a jamais vraiment été une volonté. De se dépasser, de se préparer comme il faut, ça c'était vraiment un souhait. Je voulais savoir jusqu'où je pouvais aller. Je faisais des crises qui étaient de plus en plus profondes, avec des gros problèmes neurologiques. Et derrière, je me suis dégradé jusqu'en 2023. Je suis allé en Allemagne. Et là, effectivement, j'ai commencé à progresser avec les traitements. Je me décourage pas, je me dis que tôt ou tard, j'arriverai à mes fins. Et puis, de toute façon, le sport, c'est un art de vivre. Bonjour Xavier Thévenard. Bonjour. Tout d'abord, un grand merci de nous accueillir chez vous dans le massif du Jura, une montagne que vous connaissez sur le bout des doigts puisque c'est ici que vous avez grandi. Aujourd'hui, vous avez 37 ans et les personnes qui ne vous connaissent pas encore vont vite comprendre pourquoi votre parcours est si inspirant. Mais commençons par le début. Vous avez grandi au Plan d'Automne sur le plateau de Retors. Vos parents tenaient un gîte auberge au pied des pistes de ski de fond et c'est d'ailleurs ce sport que vous découvrez en premier. Dans cette belle montagne jurassienne, vous construisez votre rapport à la nature, aux grands espaces, avant de devenir l'un des plus grands ultra-trailers du monde. Votre palmarès force l'admiration puisque vous êtes le seul athlète à avoir réalisé le grand chelem de l'Ultra-Trail du Mont Blanc, plus communément appelé l'UTMB. Cela signifie en clair que vous avez gagné chacune des 4 courses individuelles de l'événement au moins une fois. Alors l'UTMB, la course la plus longue, c'est 170 km, 10 000 mètres de dénivelé positif. Vous l'avez remporté 3 fois, en 2013, 2015, 2018. Vous avez également été vainqueur de la Transju Trail en 2011, du 45 km du Trail d'Effort en 2012 ou encore de l'Ultra Trail Mont Fuji en 2019. Ce palmarès impressionnant vous a valu un surnom, le Petit Prince du Trail. Derrière ces victoires qui ont forgé votre mental et façonné votre corps se cache un combat plus intime, celui contre la maladie de Lyme, dont les premiers symptômes sont apparus en 2020. On en parlera durant cette interview. Et puis il y a un autre visage, celui de l'homme engagé qui met aujourd'hui son énergie et sa notoriété au service de l'environnement. Alors Xavier, vous nous recevez donc dans le Jura, et quand on a préparé cet entretien, vous m'avez dit une phrase qui m'a marqué, vous m'avez dit « Je ne déménagerai jamais ». Alors je voulais savoir d'où vous vient cet amour indéfectible pour ce massif. Eh bien c'est une bonne question. Je pense que c'est les souvenirs d'enfance, d'y avoir vécu dès son plus jeune âge, d'avoir joué dans ces reliefs jurassiens qui sont aussi harmonieux, cette verdure aussi qui est assez incroyable, ces forêts un peu mystiques, et puis voilà ce relief qui est accessible à tous mais qui reste aussi mystérieux. Et puis c'est les souvenirs, c'est les odeurs, c'est les couleurs, les lumières qui font que on emmagasine plein d'histoires et puis qu'on a envie de rester dans ce coin de paradis. Alors justement, à quoi elle ressemblait votre vie quand vous étiez petit ? Une vie très simple, on va dire on a la chance d'être un peu la dernière génération à pas avoir eu accès à ce numérique parce que ça n'existait pas. Et puis donc du coup on s'amusait comme des gamins en lien avec la nature. Donc on était entouré de nature avec toute la forêt avoisinante, donc à faire des cabanes dans les bois, jouer aux cow-boys aux indiens. Les premiers copains n'étaient pas tout près parce que les plans d'automne c'est quand même un peu un cul-de-sac, on y va. Au plan d'automne on n'y passe pas parce que c'est vraiment un coin un peu isolé et du coup pour aller voir les copains il nous fallait courir ou marcher une dizaine de kilomètres avant de pouvoir jouer aux cow-boys aux indiens dans les reliefs. Donc ça nous a forgé un peu notre endurance et puis en chemin on s'émerveillait un petit peu sur la faune et la flore locale, apprendre les noms des fleurs, apprendre les noms des papillons et on s'amusait avec ce qu'il y avait autour de la maison tout simplement et ça nous convenait très bien je pense. Alors justement, vous dites que vous avez eu une enfance simple. Simple, c'est le mot qui revient dans la bouche de votre compagne Amélie et de votre petit frère Jean-Marie quand ils parlent de vous. Ils sont accordés sur cet adjectif, ça vous parle, ça vous correspond ? Ouais, simple. Qu'est-ce que la simplicité ? Ouais, je pense, je me satisfais de peu de choses en fait. Quand on regarde la pratique de la course à pied, c'est quand même relativement simple, il n'y a pas besoin de beaucoup de matériel, on s'évade dans l'effort physique, dans les beaux paysages, et c'est une activité simple. Ça ne nécessite pas beaucoup de matériel, on peut, mais c'est pas nécessaire. Et puis même dans la façon d'échanger avec les gens, je veux dire, j'essaye de m'adapter un peu à qui j'ai en face de moi,
Et puis, même quand je suis sur les stages de trail, ou comme mon activité de moniteur de ski de fond, je m'adapte aux personnes, mais c'est normal, c'est logique, et pour les faire progresser en fonction de leur niveau, et puis ça passe très bien, ouais. Qu'est-ce que ça représentait le sport dans votre famille ? Qu'est-ce que ça représentait ? En fait, on a eu la chance d'avoir vécu au Plan d'Automne sur le plateau de Retors. On a été pas obligés, mais c'était comment dire, évident, parce que en fait, tout s'y prêtait pour faire des sports d'endurance, le ski de fond en hiver, la course à pied. On était aussi au ski club. Mon père était président du ski club local à l'époque. Mes parents nous ont jamais poussé à faire de la compétition. Eux, ils en faisaient de temps en temps, ils mettaient un dossard, mais ils nous ont jamais poussé dehors à faire des activités sportives. L'esprit de compète, ça n'a jamais été quelque chose de très ancré. Si on faisait des résultats, il y avait des encouragements, mais je pense que vraiment c'était le secret. On n'a jamais été dégoûté de faire du sport et on a été assez libre, autonome de faire ce qu'on voulait. Et puis, voilà, mon plus jeune des frères, par exemple, il a vraiment accroché avec ce côté un peu plus compétition. Ma sœur un peu moins, mais elle pratique toujours le sport. Mon grand frère, c'est pareil, il n'est pas trop axé sur la compétition, mais il pratique aussi. Et je pense que ça, c'était important, qu'on ne nous oblige pas les choses. Et on l'a fait par notre propre volonté, quoi. Donc, comme vous venez de le dire, vous commencez par le ski de fond. Et alors, vous alliez en courant voir vos amis, mais à quel moment vous passez vraiment à la course Comment ça s'est fait ce basculement ? En fait, au ski club, l'été, pour les skieurs de fond, on fait énormément de trail. Bon, on n'appelait pas ça du trail, à l'époque, on appelait ça de la course à pied en nature, et avec des bâtons pour imiter le mouvement du skieur de fond. Donc dans les montées, surtout, on utilisait les bâtons. Donc on a toujours fait du trail en fait, depuis l'âge de 7 ans, depuis que je suis au ski club, même peut-être avant. L'été c'était consacré à la course à pied et au vélo. Et donc c'était deux disciplines qui sont similaires au niveau de la condition physique. Et puis en fait, moi j'adorais courir. Et l'été je passais mon temps à courir, donc à faire du trail. Et c'est certainement pour ces raisons-là qu'après je me suis pas trop mal débrouillé sur les longues distances en trail, quoi. Et comment ça s'est fait, cette arrivée dans la compétition sur les longues distances En fait, l'amour de la longue distance, que ce soit en ski de fond ou en trail, m'a toujours attiré parce que c'était un peu cette notion d'aventure et puis qui se dégageait des choses qui étaient un peu plus standardisées. Le ski de fond, il y a un cadre, un circuit un peu imposé, des distances olympiques, etc. Et puis là, le trail, c'était un peu plus anarchique dans la façon de faire parce qu'il n'y avait pas de limite de temps, de distance, et puis c'était aussi un peu cette notion d'aventure, et ça me plaisait bien, et j'aimais bien souvent à l'entraînement, quand j'étais avec les collègues du club ou des comités plus tard, ou de la section sport-études, aller un peu plus longtemps après, mais pas pour dire d'être plus fort, juste parce que c'était le besoin d'évasion, de liberté, et puis de savoir si je pouvais un peu pousser plus loin. Donc de curiosité sur comment peut se comporter mon corps au travers de l'effort longue distance m'a toujours intrigué. Et c'est ce qui m'a poussé à faire des longues sorties. Et après, plus spécifiquement, la course à pied, c'est venu, on va dire, au lycée en compétition où j'avais fait la transjurassienne, donc une longue distance, la longue distance nationale en France en ski de fond. Et donc j'ai été bien classé. Puis la Transorganisation organisait donc le fameux Challenge Transju qui prenait en compte à la fois le classement de la transjurassienne et le classement de la Transju Trail. Et donc du coup, quand j'avais bien figuré l'hiver sur les skis de fond, je me suis dit je vais essayer de jouer le Challenge Transju. Et puis donc du coup, je me suis inscrit, j'étais au lycée, et je suis parti sur 70 km en courant, et puis c'était une belle expérience, c'était pas trop mal passé, et puis petit à petit j'ai progressé, quoi. Voilà. Alors il y a peu de gens qui réussissent à faire ce que font les ultra-trailers en termes de dépassement de soi. Comment est-ce que vous expliqueriez ce qu'on peut ressentir quand on arrive vraiment sur des distances qui sont longues, quand on passe des heures seul à parcourir la montagne? Qu'est-ce que vous ressentez, vous?
On pense souvent qu'on peut avoir de l'ennui. Déjà, il n'y a pas d'ennui, parce qu'on est tellement imprégné de l'univers qu'il y a autour puis on a des pensées aussi, plein de pensées diverses et variées, de l'enfance, d'aujourd'hui, de demain, et en fait il n'y a pas d'ennui, je trouve. Et sur les moments difficiles, ça fait un peu partie du jeu, et puis il faut essayer de les accepter, trouver les bons outils au bon moment pour pallier les difficultés, essayer d'éviter les temps faibles. Et le but du jeu, en fait, c'est d'essayer d'avoir un maximum de plaisir, ce qui est impossible sur un ultra-trail. Il y a toujours des phases très compliquées, et dans ces moments de souffrance et de douleur, c'est là où c'est intéressant, et le mental prend un peu son rôle, et d'essayer de souffrir le moins longtemps, donc trouver des petites astuces pour que ça passe bien. Et après voilà, je me dis à chaque fois quand je suis dans ces moments difficiles, incertains, voilà, je suis pas à plaindre, c'est moi qui choisis d'être en montagne, dans cet univers magique. Il y a juste à lever la tête pour se rendre compte qu'on est privilégié, qu'on a de la chance. Voilà, on n'est pas sous les bombes à Gaza, on est bien, quoi, on meurt pas de faim. Si je décide de m'arrêter, voilà, la douleur s'arrête, et puis je vais rejoindre mes proches dans très peu de temps. Donc après, c'est juste essayer d'aller un peu plus loin pour voir jusqu'où je peux aller. Alors après, il faut essayer de ne pas se mettre en danger et comprendre les alertes que peut nous donner le corps aussi. Mais moi, je le vois vraiment comme un jeu. Et puis, vraiment, si on n'est pas bien, on met le clignotant et puis on essayera une prochaine fois. Mais est-ce que les gens peuvent voir les personnes comme vous peuvent voir ça comme une certaine forme de masochisme? On l'entend souvent parce qu'il y a de plus en plus de compétitions d'ultra, où voilà, c'est de plus en plus médiatisé, donc des gens qui connaissent pas du tout cette pratique peuvent regarder avec un peu d'étonnement, voire de... Après, du masochisme, je sais pas ce qui est le plus masochisme. C'est dur à dire comme mot. Ouais. Masochiste. Sur le fait soit d'avoir un boulot un peu sédentaire, de rester toute la journée devant un ordinateur, ou courir en montagne tous les jours. Et je pense que l'être humain, il a toujours fait c'est un bipède, on est là pour se déplacer, on a toujours été nomade avant de se sédentariser. On est fait vraiment pour bouger, se déplacer, être en mouvement. Et du coup, c'est plus dans nos gènes de se déplacer que de rester devant un ordinateur toute la journée. Et en fait, c'est notre monde qui s'est transformé vers plus de sédentarisation. Mais en gros, on n'est pas fait pour ça, je pense. Donc, voilà. Donc vous vous mettez au trail de manière un peu plus... rigoureuse, on va dire. Ouais. Entre 2010 et 2019, on peut le dire clairement, vous explosez les compétitions internationales. Comment ça se passe pour vous dans votre tête? Parce que c'est très rapide finalement. J'ai eu des résultats assez vite. Moi, je me surprenais à chaque fois d'avoir des résultats. De gagner des courses, ça n'a jamais vraiment été une volonté. De se dépasser, de se préparer comme il faut, ça c'était vraiment un souhait. Je voulais savoir jusqu'où je pouvais aller dans la distance, dans le plaisir, dans l'effort, et si j'allais me lasser à un moment ou à un autre. Comprendre comment fonctionne mon corps, comment fonctionne la préparation sur ce genre d'épreuve. Ça, c'était vraiment une curiosité. Et j'ai appliqué les choses avec la manière sur les compétitions. Qu'est-ce que je dois faire pour avoir un maximum de plaisir, pour avoir le moins de coups de fatigue. Et en appliquant les choses avec la manière, en gérant bien tous les paramètres, l'allure, l'hydratation, l'alimentation, ça m'a amené à avoir des résultats. Mais jamais un jour, j'avais un objectif de faire ces courses qui me faisait très envie, mais j'avais pas un objectif de victoire ou de podium. J'avais juste l'envie de faire ces courses et de le vivre intensément au plus profond de moi-même. Et c'est retranscrit par des résultats. Et puis voilà, à chaque fois je me suis surpris d'avoir ce type de résultat, et ça m'a ouvert plein de portes, et je suis très satisfait d'avoir pu faire ça, quoi, tout simplement. Donc c'était pas un rêve de gosse de devenir champion d'ultra trail, c'est venu vraiment progressivement? Non, j'avais un peu des idoles
Voilà, je regardais comment faisait Dawa Sherpa, ça m'impressionnait toujours, comment il pouvait courir autant d'heures en montagne sans être trop fatigué, sans être trop diminué. Et ça m'impressionnait, puis moi j'avais envie de tester, donc c'était plus par curiosité, voir comment mon corps pouvait se comporter. Puis il y avait aussi cette envie depuis l'enfance de s'essayer à des sports longue distance, d'endurance, voilà. Alors après toutes ces réussites, malheureusement, à partir de l'été 2020, votre corps s'affaiblit sans raison apparente. En tout cas, je crois que vous ne comprenez pas tout de suite ce qui se passe. Vous êtes de plus en plus fatigué. Et le 31 août 2021, par exemple, vous vous alignez sur l'UTMB, qui est vraiment, à l'UTMB, vous êtes une star, hein, c'est vraiment pour le coup votre parcours de prédilection. Mais vous êtes contraint d'abandonner et vous avez abandonné quelques courses comme ça. Quel souvenir vous gardez de cette journée, par exemple, où vous êtes obligé d'abandonner sur la course qui vous fait le plus, qui est la plus importante à vos yeux, peut-être ? Ouais, ça m'a bien attristé ce jour-là. Et puis c'est vrai que déjà sur 2020-2021, il y avait des choses qui étaient très louches en termes de sensations, de ressentis, avec des symptômes très étranges aussi. J'ai quasi abandonné toutes mes courses sur 2021, sauf début août sur la prépa UTMB où j'avais ressenti un bien-être parce que j'avais compris que c'était la maladie de Lyme et j'avais eu un traitement à ce moment-là qui m'avait permis de revenir un peu en meilleure santé. Et je m'étais engagé sur l'UTMB 2021, donc pour moi, c'était clair que je participais. Puis en fait, ça s'est dégradé assez rapidement. J'avais beaucoup de symptômes, plus de force dans les jambes, extrêmement fatigué. Et puis j'ai dû arrêter au Chapieux, donc aux 50 km. Mais voilà, généralement en ultra trail, on sait ce que c'est que des temps faibles, des moments de difficulté. Donc j'ai eu des moments vraiment dans le dur au bout du 30e kilomètre. J'ai continué 20 km, mais là c'était ma plus grande erreur. Je me suis dit que ça allait revenir comme d'habitude, quand on laisse passer un peu les temps difficiles sur l'ultra trail, à un moment on se rebonifie et puis ça va mieux. Mais là c'était pas du tout le cas et j'ai fait que de me dégrader. Et puis après la suite elle était encore plus compliquée parce que j'avais des traitements mais c'était pas suffisant et puis je faisais des crises qui étaient de plus en plus profondes avec des gros problèmes neurologiques et derrière je me suis dégradé jusqu'en 2023 et puis là je pouvais pas, j'étais contraint à la marche parce que j'avais impossible de courir. Donc c'est à partir de là où j'étais au bout du protocole français où en fait ça suffisait pas et on m'a dit mais il faut que tu essayes d'aller en Allemagne. On m'avait cité comme exemple Jeanne Salvi qui est aussi du Jura, qui habite à Mout, qui avait été, elle, durement touchée par la maladie de Lyme avec perte de l'usage de ses jambes, donc en fauteuil roulant et perte de l'usage de son bras. Donc en France, on ne savait pas trop ce qu'elle avait, on disait que c'était dans sa tête. Et elle est arrivée en Allemagne dans un état désastreux, en disant là oui, effectivement, il y a bien une maladie de Lyme avec des co-infections. Ils ont commencé à la mettre sous perfusion d'antibiotiques et petit à petit, elle a pu se remettre debout, réapprendre à marcher. Et ensuite, elle a retrouvé l'usage de son bras et aujourd'hui, elle est complètement réglée après plusieurs années de traitement. Et quand j'ai eu écho de ce témoignage de sa mésaventure avec la maladie de Lyme, je suis allé en Allemagne et là, effectivement, j'ai commencé à progresser avec les traitements. Aujourd'hui, je suis encore en traitement. Ça fait 2 ans que je suis en Allemagne. Et je me dis, d'après coup, j'aurais dû aller là-bas plus tôt si j'aurais su. Je serais clairement allé plus tôt en Allemagne parce que j'ai certainement perdu du temps. Et malheureusement, dans mon cas, c'est aussi installé, quoi, et c'est plus difficile de retrouver un niveau comme je l'avais eu parce que c'est présent. Mais je me décourage pas, comme je vois la progression, je me dis que tôt ou tard j'arriverai à mes fins. Et puis de toute façon, le sport c'est un art de vivre. Je me vois pas ne pas vivre intensément le sport. Donc j'essaierai de faire au maximum pour progresser, quoi. La maladie de Lyme, c'est une maladie dont on parle de plus en plus, et c'est très bien d'ailleurs, parce qu'il y a des gens qui ignorent encore ce que c'est. Est-ce que vous pouvez expliquer, pour les gens qui n'ont pas entendu parler de cette maladie, ce que c'est ? Alors vous l'avez déjà dit un petit peu, mais... Donc la maladie de Lyme, c'est une infection bactérienne
qui est souvent due à Borrelia burgdorferi, donc la bactérie à l'origine de la maladie de Lyme. C'est une infection froide qu'on appelle ça. Après, la tique peut transmettre d'autres pathogènes qui ne sont pas testés aujourd'hui en France. Bartonella, Babesia, Chlamydia. On appelle ça des co-infections. Et des fois, on peut, aujourd'hui, quand on fait des tests, des sérologies pour savoir si on a la maladie de Lyme, on teste uniquement Borrelia en France et on ne teste pas Bartonella, Babesia, Chlamydia et les autres pathogènes que peuvent transmettre la tique. Et donc du coup on peut complètement passer au travers de quelqu'un qui est infecté parce qu'on ne teste pas les bonnes choses. Et les tests sont très peu fiables. Aujourd'hui, sur 100 personnes qui sont cliniquement démontrées malades de Lyme, 100 personnes, on leur fait passer les tests qui existent aujourd'hui en France, le ELISA ou le Western Blot. Il n'y a que 40% qui répondent positifs. Parce que voilà, il y a peu de sensibilité. Et donc les tests par contre allemands sont bien meilleurs, beaucoup plus précis. Et donc voilà, c'est une maladie qui peut être très invalidante. Généralement, pour tous les cas, alors les symptômes peuvent être divers et variés. On dénombre à peu près 90 symptômes pour une maladie Lyme. Alors on les a pas tous, hein, mais ça peut aller déjà de la fatigue assommante que à peu près tout le monde connaît chez les malades de Lyme, avec des douleurs articulaires, des problèmes souvent de concentration, problèmes de mémoire. Moi, clairement, au tout début de l'infection, j'avais vraiment du mal à poser une addition. Et ça me demandait une énergie folle. Suivre une conversation, c'est pareil. Ça revient souvent chez les personnes atteintes de Lyme. Et après, dans des cas plus invalidants des problèmes neurologiques, donc perte de force dans les membres inférieurs ou supérieurs. Ça peut être de la bradycardie, de la tachycardie, des méningites aussi. Ça peut être des flous dans les yeux, comme des asthmes à l'effort. Moi j'ai eu ça beaucoup, une espèce de poids sur le thorax qui m'empêchait de respirer correctement. Beaucoup des fasciculations, c'est un peu comme si les muscles bougeaient un peu tout seuls. Voilà, des choses, des paralysies, beaucoup. Paralysie du visage d'un côté ou un autre, mais c'est réversible. On prend des traitements antibiotiques au long cours sur ça revient quoi. Mais ça peut être... Et comme c'est mal diagnostiqué et mal suivi en France, y a beaucoup de médecins qui ne sont pas formés malheureusement sur le sujet et puis qu'orientent vers différentes choses, mais pas Lyme. Et en fait, c'est souvent du Lyme, quoi. Et du coup, on l'appelle maladie Lyme, on l'appelle là aussi Borrelia. Elle prend la grande imitatrice parce qu'elle se confond avec beaucoup de maladies, des maladies auto-immunes aussi, qui ne sont pas des maladies auto-immunes, mais qui sont une infection liée à Borrelia. Et donc voilà, c'est pour ça que c'est... ça peut devenir très très invalidant, quoi. Si on n'y prend pas tôt. Oui, et puis psychologiquement... vous avez... la maladie vous a malheureusement fait perdre votre outil de travail pendant un temps. D'ailleurs, en 2023, apparemment, ça a quand même été une année... ça a peut-être été l'année la plus difficile pour vous. Et d'ailleurs, vous avez partagé une phrase, parce que vous partagez beaucoup sur les réseaux sociaux, avec transparence, ce qui vous arrive, vos émotions aussi. Et vous avez écrit « Ne pas pouvoir courir plus de 20 minutes, on devient fou, et je pèse mes mots ». Et je me demandais justement comment est-ce que vous avez fait pour surmonter cette folie qui venait toquer à votre porte, clairement. En fait, là du coup, on subit quoi la situation. Il n'y a rien d'autre à faire. Je veux dire, on peut faire un travail sur soi, mais à essayer de gérer à peu près les émotions, mais on est clairement en train de subir et on n'a pas choisi ça, c'est pas de notre sort. Alors on peut tout faire pour s'arranger, être curieux, je pense que c'est vraiment une belle aide pour voir comment ça fonctionne, quel mécanisme Borrelia met en route pour se défendre, pour se cacher et comprendre la maladie, c'est un réel avantage pour aller mieux par la suite. Mais dans ces situations-là, je me rattrapais avec... je pouvais difficilement marcher, donc... J'avais quand même bien les travaux ici dans ma maison, ça me perdait de vider ma tête. Je me suis mis au piano, voilà,
parce que c'est un instrument qui m'a attiré et puis ça m'a bien aidé pendant ce moment-là. Alors aujourd'hui, je suis content d'avoir pu mettre au piano parce que je m'éclate, j'apprends tout seul, mais voilà, j'ai mis en place des choses qui me permettent de m'évader. Aujourd'hui, j'arrive à reprendre le sport, donc voilà, c'est hyper positif dans la tête, mais c'est vrai que pendant ce moment-là, le drapeau était en berne. Parce qu'en plus, vous aviez des sponsors, des contrats commerciaux, vous étiez sportif de haut niveau, puis, donc il y a tout ce qui allait avec. Exactement, mais ça, c'était très difficile, effectivement, parce que j'ai quand même cette conscience professionnelle. Voilà, je suis en lien avec un partenaire, j'ai envie de montrer que je suis aussi investi, engagé, que je ferai tout pour que ça fonctionne bien. Et là, c'était très conflictuel pour moi parce que je voulais montrer que voilà, j'étais présent et tout. Donc je m'entraînais comme si de rien n'était avant l'année 2023 et ça m'a effondré parce que en fait j'étais dans le déni de la maladie, je voulais pas y admettre et puis j'avais cette conscience professionnelle de bien faire les choses comme je l'ai toujours fait et parce qu'il y a aussi des partenaires et puis j'ai envie de montrer que voilà, si on a décidé de collaborer ensemble, c'était pas pour rien et puis là du coup c'est pas moi qui décidais donc j'ai dû admettre de lâcher prise sur ça et c'était vraiment un gros travail à faire sur moi parce que j'ai jamais vécu ces situations-là, quoi. Alors en plus, vous l'avez dit, la maladie de Lyme, elle est faite de haut et de bas et je pense que c'est ce qui est très difficile psychologiquement, c'est peut-être que vous avez cru à certains moments que c'était derrière vous. Là, depuis 2024, vous remontez la pente doucement. Beaucoup de gens n'attendent qu'une chose, c'est de vous voir courir sur la longue distance. Est-ce que c'est parfois lourd à supporter ces sollicitations, l'attente que les gens, parce que vous avez une grosse communauté de gens qui vous apprécient beaucoup, comment vous vivez ça ? Ouais, là en plus d'avoir témoigné pas mal sur le sujet de la maladie de Lyme, je me rends compte que j'ai de plus en plus de messages sur ce sujet. Il y a des personnes qui sont malades, même des médecins qui ne sont pas formés, qui veulent en savoir plus. Je deviens presque un référent Lyme, savoir quel protocole fonctionne avec des molécules chez des personnes professionnelles de santé. Donc ça c'est assez troublant, ça explique bien, ça remet bien dans le contexte dans lequel on vit en France sur le sujet. Et en fait, effectivement, je me fais quand même bien déborder. Aujourd'hui, en plus, il y a plusieurs canaux d'information, d'échange, et j'essaye de répondre à toutes les sollicitations. Mais des fois, en plus, moi, le téléphone, c'est un outil, je vis pas avec mon téléphone, et des fois, je passe à côté travers des messages parce que tout simplement, je peux pas, quoi. C'est humain, quoi. Ouais. Donc, je veux bien donner de ma personne pour témoigner sur le sujet, mais par contre, des fois, les personnes qui essayent de me contacter, je demande d'être un peu indulgent sur le fait que je sois aussi un peu débordé et je fais de mon mieux, mais je suis pas H24 avec le téléphone, quoi. Vous avez raccroché un dossard en mai 2025, c'était lors du Trail d'effort à Besançon. Ouais. Qu'est-ce qu'on ressent quand on est avant le départ de la course ? C'était une satisfaction ? J'étais très content de parcourir, surtout que c'était partagé, quoi. J'ai fait ça avec 2 amis. Et puis ce trail d'effort, je l'avais remporté en 2012, et puis d'être dans l'ambiance, de voir aussi l'événement un peu grossir. Et puis le parcours était très sympa aussi. Ça faisait plaisir. Et j'étais venu là vraiment dans le but de faire le parcours, tout simplement. Et puis, c'est un peu... ça a fait un peu, pas polémique, mais j'ai eu beaucoup de demandes après en me disant c'est le retour. Mais, encore une fois, j'étais venu là-bas en toute simplicité, essayer de faire le parcours. Vous pensiez que personne n'allait vous reconnaître, et puis en fait ça n'a pas fonctionné. Je savais bien que j'allais me faire un peu reconnaître, mais que ça soit diffusé sur les réseaux, on voit l'ampleur que ça prend derrière. Et puis,
en pensant, ouais, en faisant des gros titres, mais bon, c'était pas du tout... Je savais très bien où j'en étais aussi, avec la maladie, avec les traitements qui suivent. Donc pour moi, j'étais pas du tout compétitive et c'était pas du tout le souhait aussi de faire la course. C'était de faire comme on fait d'habitude en entraînement, en endurance de base, parcourir à la montagne, tranquille, quoi. Voilà. Alors aujourd'hui, vous avez réussi à... Alors vous étiez déjà moniteur de ski de fond. Maintenant, vous encadrez aussi des stages de trail. Est-ce que vous pouvez nous en parler, en quoi ça consiste? Ouais, alors en fait, effectivement, comme la maladie Lyme est arrivée, j'ai changé un peu mon fusil d'épaule parce que du coup, les compétitions, c'était pas possible. J'espère que ça sera possible dans le temps. Mais là, il fallait trouver d'autres moyens aussi pour gagner un peu sa croûte. Et puis ça faisait longtemps que j'avais eu ça dans la tête après ce passage un peu d'athlète compétitif, d'essayer de faire des stages de trail pour partager l'expérience. Donc ça arrivait plus vite que prévu. Et bon, j'ai un diplôme d'éducateur sportif à la base. L'encadrement, j'en ai fait pendant des années. Je suis moniteur de ski de fond depuis 2009. Donc c'est pareil, j'ai souvent encadré en ski de fond, donc d'être avec des gens, du public, de partager des conseils techniques, que ce soit partager du sport tout simplement. Ça j'adore transmettre et c'était pour ça que les stages de trail sont venus et là donc on a une dizaine de dates dans l'année en trail, 2 dates sur l'hiver en ski de fond pour des trailers qui seraient désireux de se mettre au ski de fond parce qu'on croit beaucoup au sport croisé et c'est de faire différentes activités, des sports d'endurance pour pratiquer le trail, sa discipline de prédilection. Ça permet bien de progresser et c'est pour ça qu'on organise ces stages. C'est très humain, il y a beaucoup d'échanges, on apporte quelques conseils techniques et on fait ça donc sur le secteur du Mont d'Or à la petite échelle, une buvette d'alpage. Et on est au vert, il n'y a pas grand chose, on est entouré de nature. On les fait encore une fois en toute simplicité avec Thomas Michaud, donc mon ami qui lui accompagnateur en moyenne montagne. C'est grâce à lui que je peux encadrer les stages de trail parce que lui il a les prérogatives pour pouvoir encadrer le trail. Donc moi je suis juste moniteur de ski de fond donc j'ai pas les prérogatives pour encadrer le trail, mais en co-encadrement avec lui on est dans les clous. Lui c'est la sécurité comme il dit, moi je suis la carotte. Vous êtes devant. Mais non, ouais, voilà, après on fait des groupes de niveau. L'idée c'est vraiment de passer du temps ensemble en montagne, partager cet univers du trail, de la montagne. On fait des thématiques le soir sur la gestion de la nutrition durant l'effort, des choses sur les préférences motrices. On aborde des thématiques comme la faune et la flore locale du massif jurassien, parce que pour nous ça paraît essentiel de comprendre ce qui nous entoure et l'impact que peut avoir les sports de pleine nature dans ce milieu naturel, de savoir ce qui nous entoure, ce qui vit à côté de nous en fait, parce que voilà, c'est essentiel, quoi, on ne peut pas le mettre de côté. Et comprendre aussi les enjeux qu'il y a au niveau de la biodiversité sur notre massif. Et parce qu'on est un tout, quoi. Il n'y a pas l'homme et la nature, on fait partie de la nature. C'est pour ça qu'on explique ça au travers de nos stages de trail. Et voilà, donc je bosse aussi avec le parc naturel du Jura. Et vous faites la transition sur ma question suivante à merveille, vraiment. C'est parce que j'allais en venir justement à la dimension de l'engagement que vous avez. Vous êtes l'un des sportifs les plus engagés sur les questions environnementales, mais sur d'autres sujets également, on va le voir un peu plus tard dans cet entretien. Mais tout d'abord, alors d'où il vient cet engagement pour l'écologie ? D'où il vient, je pense que forcément, d'avoir vécu étant enfant dans un milieu naturel, on comprend ce qui nous entoure, on est émerveillé par ces forêts, par ces grands espaces du massif du Jura, cette faune et cette flore qu'il y a autour de la maison, et on a envie de comprendre comment vivent les animaux, comprendre comment vivent les fleurs ici. Et tout ça, d'être en lien étroit avec ces milieux naturels, ça nous pousse à réfléchir sur quel est notre impact, nous, entre êtres humains, sur ce milieu-là. Et puis, quand on regarde de fil en aiguille dans la vie
général, dans notre société. Est-ce qu'on fait les bonnes choses pour préserver ce milieu-là? Eh ben, c'est pas si sûr. Et aujourd'hui, c'est largement démontré qu'on n'est pas forcément sur la bonne voie, qu'il faut diminuer nos émissions de gaz à effet de serre. Donc j'ai pas mal bouquiné aussi sur la question. Je suis pas du tout expert, je suis pas scientifique, je suis juste sportif qui m'intéresse un peu au monde qui nous entoure. Et puis en lisant des bouquins avec des chiffres, ça m'a mis quand même bien mal à l'aise sur ma façon de consommer le monde. Et du coup, j'ai arrêté, j'ai pris des mesures, on va dire, assez fortes parce que l'impact était bien trop important sur l'environnement. Et quelles mesures vous avez prises? Typiquement, je me suis d'abord formé à la fresque du climat, qui est un outil de sensibilisation sur le rapport du GIEC, et on comprend après des ordres de grandeur quels sont les domaines qui polluent le plus par rapport à d'autres, quels sont les domaines qui émettent le plus de gaz à effet de serre. Et par-dessus tout, la première mesure à prendre quand on veut diminuer son empreinte carbone, c'est l'aviation, qui a un coût énorme. Et du coup, quand j'ai compris ça, les ordres de grandeur, quand j'ai compris la dépendance qu'on pouvait avoir aussi liée aux énergies fossiles, il y avait plein de choses qui étaient en confrontation, parce que en fait, moi, ce qui me nourrit et ce qui me passionne, c'est d'être dehors, courir en montagne, voir ces beaux paysages. Et là, je participais clairement à la destruction d'un environnement qui me procure du bonheur. Et c'est pour ça que j'ai décidé d'arrêter de prendre l'avion, en fait, parce que c'était bien trop impactant. Et donc, comme ça, j'étais au clair avec ma conscience, avec mes valeurs, et je pouvais m'endormir correctement le soir, sans difficulté, parce que j'avais pris cette mesure. Alors après, ça concerne que moi, je ne viens pas en jugeant les gens, ni en étant moralisateur en disant qu'il faut arrêter de prendre l'avion. Ça me concerne uniquement moi. Mais c'est un petit cheminement à faire dans sa tête, et en fait, j'y vois que des avantages aujourd'hui, mais vraiment que des avantages. Je n'ai pas de sous à débourser dans des billets d'avion, j'ai pas de... du coup, je pollue pas, donc moins, parce que de toute façon, à partir du moment où on vit dans ce monde mondialisé, on pollue, mais moins du coup parce que je prends pas l'avion. Je passe plus de temps avec mes proches et pas de décalage horaire. Il n'y a que des avantages. Et c'est pour ça que j'ai fait ce choix-là, et j'ai aucun regret, mais aucun regret. C'est une des mesures, après j'en ai pris bien d'autres. Je crois qu'il y a des mesures par rapport à la nourriture aussi. Ouais, la nourriture c'était là depuis un moment, mais effectivement ça c'est aussi un deuxième point. Souvent quand on fait la fresque du climat, on voit les ordres de grandeur, quelles sont les solutions pour diminuer son empreinte carbone. La première chose c'est arrêter l'avion, la deuxième chose c'est végétaliser son alimentation. Donc après, il y a plusieurs manières d'amener les choses. C'est pas dire, encore une fois, on arrête toute la viande du jour au lendemain. C'est essayer de s'améliorer, de progresser pour avoir un monde meilleur demain, essayer de vivre dans un univers plus sain. Et ça fait partie des choses. Donc voilà, moi, j'ai pas arrêté de manger de la viande. J'en achète jamais. Mais par contre, si l'occasion se présente, ok, c'est ok. Mais... ou dans la vie de tous les jours, sinon chez moi je suis végétarien quoi. Alors on le sait, les sports, les grandes compétitions sportives internationales, elles déplacent beaucoup de gens. Les sports de montagne, c'est encore un impact différent sur des environnements qui sont particulièrement fragiles. Selon vous, quels sont les changements les plus urgents à faire dans ce domaine-là ? On sait aujourd'hui que, au travers des événements, ce qui est le plus impactant, c'est lié au transport. Donc si on arrive à venir en transport doux, à savoir le train, à pied, en vélo, en covoite, on diminue clairement l'empreinte carbone de l'événement. Et une fois qu'on a compris ça, après il faut jouer avec ça. Le marathon du Mont Blanc par exemple a très bien compris comment fallait faire pour diminuer l'empreinte carbone d'un événement. Ils ont pris 40% de leurs inscrits des gens qui venaient en train, en privilégiant ces personnes-là qui venaient en train. Ils vont passer peut-être à 50% l'année prochaine. Donc ça c'est des mesures très concrètes, très fortes qui permettent clairement de diminuer l'empreinte carbone. Pour donner un petit exemple, en fait,
Il y avait eu, il y a quelques années, encore maintenant, mais la Coupe du Monde de biathlon au Grand Bornand, où les gens s'étaient offusqués parce qu'il y avait de la neige qui était amenée en camion. On voyait défiler des camions et des tonnes de neige artificielle qui descendaient de la montagne pour aller faire un circuit pour que la Coupe du Monde de biathlon se passe au Grand Bornand. Et puis pour beaucoup de gens, c'était pas possible de faire ça aujourd'hui, quoi. On se disait mais c'est une honte encore actuellement de pouvoir acheminer de la neige en camion de haut en bas pour faire une Coupe du Monde. Et en gros, ça, quand on regarde, parce que c'était très visuel, c'était même pas 1% du bilan carbone de l'événement. Et le plus gros du bilan carbone de l'événement, c'était lié au transport. Donc les gens qui venaient se déplacer sur la Coupe du Monde en voiture individuelle, les gens qui venaient en avion, le déplacement forcément des athlètes, et ça correspondait à plus de 80% du bilan carbone de l'événement. Alors je dis pas que c'est bien d'acheminer de la neige de haut en bas pour organiser une Coupe du Monde, mais c'est pour donner la représentation visuelle que ça peut avoir sur la dégradation de l'environnement en fait. Aujourd'hui c'est pareil, quand on se promène dans la rue, je donne souvent cet exemple, si quelqu'un vient casser un banc public, c'est d'une violence inouïe, et puis on pointe du doigt ces gens qui ont fait cet acte-là, c'est pas possible. Mais de prendre un avion, faire dans la journée Paris-New York, ça va être tellement plus dégradant et impactant sur nos santé, sur nos vies, que la dégradation d'un banc. Et en fait, c'est parce qu'on n'a pas ce repère visuel-là. Et c'est pour ça que je motive les gens, j'essaye de dire allez-y, allez faire une fresque du climat, et pour comprendre vraiment ces notions d'ordre de grandeur et savoir quels sont les leviers d'action pour diminuer l'empreinte carbone. Et c'est pour le bien commun de tous, c'est vraiment pour l'intérêt général. On n'a pas de planète B, il faut vraiment absolument à l'avenir diminuer son empreinte carbone à l'échelle individuelle et collective, parce qu'on va vers un futur pas sympa si on continue comme ça. Vous êtes inquiet ? Ouais, en plus moi je m'informe assez souvent, alors je suis en plus de nature assez optimiste, mais quand on comprend le fonctionnement de notre monde, je peux pas dire que je ne suis pas inquiet, ouais. Après il y a des choses qui me disent qu'on va y arriver, parce que il y a un sujet dont on parle très peu aujourd'hui dans les médias, mais c'est la contrainte liée aux énergies fossiles. On sait qu'aujourd'hui, les énergies fossiles, elles sont en décroissance, qu'on le veuille ou pas. C'est pas un choix philosophique, la décroissance. C'est qu'on va y avoir droit de toute façon. Donc soit on anticipe ces situations, soit on le subit. Mais quoi qu'il en soit, on va y avoir droit. Et aujourd'hui, les producteurs de pétrole, c'est eux-mêmes qui le disent. Aujourd'hui, le pétrole, en 2050, ça sera 2 fois moins pour les producteurs de pétrole. Nous, en France, on n'est pas producteurs de pétrole. Donc ça sera plutôt une échelle de 18-20 fois moins. Alors qu'est-ce qu'on fait avec moins de pétrole ? On va forcément devoir s'adapter à ça. Et quelque part, c'est pas plus mal, parce que quand on voit les dégâts que peut faire le pétrole sur l'environnement, parce que le rejet de gaz à effet de serre, et pour le coup, je suis assez optimiste, je me dis ça c'est cool parce qu'on va en avoir moins, mais par contre, il va falloir se réadapter, et le monde dans lequel on vit aujourd'hui, ça sera certainement plus ça demain, quoi. Et quand on prône toujours plus d'achat de biens matériels, de consommation du monde de numérique, pour ça il faut des énergies fossiles, mais on ne l'aura pas. Donc qu'est-ce qu'on fera ? On fera des choses certainement plus simples, comme ils faisaient dans le temps. Dans le temps, ils ne prenaient pas l'avion, ils ne se déplaçaient pas comme on le fait, mais pour autant, est-ce qu'ils étaient malheureux ? Je ne suis pas sûr. Aujourd'hui, on regarde dans la société, il n'y a jamais eu autant de burn-out, et on n'a jamais autant baigné dans le confort. Donc il y a 2 choses là qui coincent, et peut-être qu'il faut revoir un peu nos manières de faire. Et en fait, la question à se poser, c'est tout simplement qu'est-ce qu'on veut en fait. Ouais, on peut croître sur plein de choses. Ça, on va devoir décroître, mais on va pouvoir croître sur plus de marche, plus de vélo, plus d'échanges, plus de musique. Ça émet pas des gaz à effet de serre. Si on fait de la musique en groupe, ça dépend comment on la fait, bien sûr, mais peut-être plus de sport aussi, plus de jardin, on va croître sur plein de choses, mais on va devoir décroître sur des choses qu'on n'est peut-être pas prêt tout de suite, quoi. Vaste sujet. Très intéressant. Alors, comme je l'ai dit en introduction, donc il y a l'environnement la lutte contre le réchauffement climatique qui occupe beaucoup votre esprit, mais vous
vous vous engagez aussi sur d'autres thèmes, et on n'a pas l'habitude d'entendre des sportifs sur le sujet. Vous avez récemment signé une tribune diffusée dans un média national pour dénoncer le génocide en cours à Gaza et réclamer des sanctions contre Israël. À vos côtés, on retrouve par exemple le footballeur Eric Cantona, la championne paralympique Marie Patouillet ou la patineuse Gabriela Papadakis. En quoi c'est important pour vous, qui êtes un personnage public, de ne pas vous taire? Tout simplement parce que il faut être humain, quoi. Je veux dire, quand on voit les images terribles sur ce qui se passe à Gaza, c'est terrifiant. Et puis, on peut pas passer à côté de ça, quoi. C'est un peu comme, voilà, si pendant la Seconde Guerre mondiale, il y avait des choses tellement impactantes, tellement révoltantes que c'est difficile de pas se prononcer sur le sujet, quoi. C'est pas normal ce qui se passe. Donc voilà, après il faut faire la distinction entre le terrorisme, entre le Hamas qui n'est pas la Palestine, entre l'antisémitisme qui est... Quand on soutient la Palestine, forcément on est antisémite, mais pas du tout, quoi. Là c'est juste, ça parle... Je dénonce ce qui s'est passé aussi à Israël sur les attentats, c'est pas normal, quoi. C'est inhumain. Et comme il se passe là aujourd'hui en Palestine, c'est inhumain. C'est juste basé sur l'humain pour bon fonctionnement de notre terre, pour nous, quoi, tout simplement. On peut pas passer à côté de ça, et ça mérite d'être pointé du doigt, quoi. Il y a des sportifs qui ne le font pas parce qu'ils ont peur ensuite des critiques, ils ont peur de perdre sur certains sujets, sur tout un tas de sujets d'ailleurs, qui ont peur de perdre des sponsors. Vous, c'est pas quelque chose qui vous fait peur? Des critiques, j'en ai eu, hein, sur l'écologie, sur sujet, j'ai mis en ligne sur mes réseaux des pétitions contre le blocus humanitaire qu'il y avait à Gaza. Oui, j'ai eu des commentaires haineux en disant vous n'avez pas honte de mettre de la propagande militaire, des choses comme ça, mais non, après, moi je pense que je parle avec mes convictions. C'est plus important que l'image qu'on... Ouais, et puis encore une fois, comme je dis souvent, je suis arrivé au sport du haut niveau en m'investissant, en ayant eu des résultats, certes, mais en investissant, mais c'était pas un souhait de ma part. Donc après, j'ai eu des partenaires, j'ai dû à dire oui ou non. J'ai souvent dit oui. Ça m'a amené à avoir des contrats professionnels. Je me suis encore davantage progressé, impliqué, et puis impliqué dans cette démarche pour progresser. Mais à la base, ça n'a pas été une volonté. Donc j'aurais fait autre chose, quoi. J'aurais fait charpentier, j'aurais fait moniteur de ski, et puis je m'aurais adapté à une autre situation. Mais je suis tranquille avec ça, dans le sens où, oui, effectivement, si ça déplaît à des personnes que je soutienne l'humanité, parce qu'il s'agit de ça, des droits humains, se battre contre les gens qui souffrent, la famine, que ça soit du côté israélien comme du côté palestinien, et si ça dérange des mondes d'être humain, tant pis, c'est pas mon problème. On va se projeter un petit peu dans le futur. Pour terminer, est-ce que vous arrivez à vous projeter dans le futur? Est-ce que vous arrivez à imaginer votre vie dans quelques années, 5, 10 ans? À quoi elle pourrait ressembler, la vie de Xavier Thévenard? Dans 5-10 ans, clairement, je serai sur Bellecombe, là. Je pense que le potager sera bien développé, parce que l'idée, c'est d'arriver à pas être autonome en alimentation, mais d'y tendre un maximum, en tout cas. Remettre quelques arbres fruitiers derrière aussi. Moniteur de ski dans le Jura, dans 5-10 ans, ça risque d'être vraiment compliqué avec le dérèglement climatique. On voit que les hivers sont de plus en plus aléatoires. Donc certainement, peut-être des stages de trail, peut-être que ça me passera, mais je pense pas que ça me passera. Donc il y aura certainement du sport, du trail dans mon activité. Et puis j'espère vraiment
j'ai beaucoup d'espérance sur le fait que ma santé revienne et que je puisse, alors peut-être pas être compétitif au niveau dans lequel j'étais, mais juste de pouvoir faire des grandes balades, des projets off comme je le visionne dans ma tête, ce serait génial, quoi. J'ai vraiment du mal à dire. Et puis même quand je regarde, quand on est au collège ou au lycée et puis qu'on nous demande de nous orienter dans une voie, très bien, on le fait, c'est nécessaire, mais on voit que la vie nous mène vers d'autres chemins et puis on y va à tatillon. Et c'est ça qui est enrichissant, en fait. Il y a une ligne directrice pour moi qui est peut-être le sport, le plein air, d'être dehors. À partir du moment où ça, c'est dedans, c'est ok. Mais c'est difficile de voir vraiment ce qui va se passer dans 5-10 ans. Qu'est-ce qui va se passer dans 5-10 ans aussi en termes de dérèglement climatique? C'est difficile à dire. C'est pas forcément prévisible, mais par contre, on peut se poser la question quand on voit les rapports du GIEC, quand on écoute les scientifiques, ça peut donner déjà une idée. Et moi, je suis plutôt dans à anticiper plutôt que subir. Donc voilà, je pense que c'est pour ça que je vais faire un maximum de jardin derrière. En tout cas, on vous souhaite le plus beau des chemins et je vous remercie beaucoup pour ce moment, Xavier Thévenard. Merci de nous avoir accueillis.